Un protagoniste apprend la cultivation la plus puissante, mais il est trahi, ce qui l'oblige à recommencer depuis le bas. Esclave et bandit faible, il s'élève grâce à ses connaissances du passé jusqu'au sommet. Don Guacchino raconte l'histoire du jeune fan, seul survivant après l'attaque meurtrière de son clan familial. Le garçon faible a gagné de l'aura et en grandissant, il a reconstruit le village en cédant de la vente du meilleur poisson de la région. Les cultivateurs de son clan finissent par grandir et pour devenir les plus puissants, il doit abandonner la cultivation. Voyageant des montagnes sombres jusqu'à la ville grâce à ces créatures gigantesques qui grandissent avec leur maître, connus sous le nom d'animaux spirituels. Pendant ce temps, ces jeunes qui font confiance à leur maître l'accompagnent à travers leurs terres, laissant derrière eux les belles femmes et atteignant la civilisation, qui se combinent parfaitement avec des créatures de toutes sortes et qui, selon leur puissance, sont classées par rang de D à A. C'est pourquoi, le lendemain matin, en lançant le tournoi, tout le monde veut voir qui est l'homme le plus fort dans les gradins. Les autres essaient de mépriser le nouveau cultivateur descendu des montagnes. Un villageois qui n'a pas sa place parmi l'élite. Certains ont fouetté les rangs A différemment, comme ce garçon qui ne vend que du poisson, silures et perches. Orphelin, il a fondé une secte et possède une forte affinité avec les animaux spirituels, ce qui lui vaut le respect de ses disciples. Puisqu'il est le premier combattant, il offre le meilleur spectacle. Les gens commencent par se moquer, mais en voyant une baleine géante remplir tout l'endroit, il reste silencieux. Même son rival, qui doit faire quelque chose en invoquant son singe colossal, n'est pas aussi impressionnant. Mais cela déclenche un combat d'une ampleur biblique, où chaque coup des géants, pendant que leurs maîtres se détruisent entre eux, les spectateurs restent très calmes et excités. Malgré ces niveaux de puissance, l'intensité de l'eau contre le feu commence à monter jusqu'à ce que le maître amplifie les flammes de sa bête. Le prota est en difficulté cependant. 10 ans d'entraînement et sa confiance le poussent à chercher le moment parfait pour son ascension. Un état où la baleine, apparemment normale, devient invincible et utilise les attaques reçues pour riposter plus puissamment. La bête singe semble lui résister, mais en réalité, elle ne le peut pas. Elle finit par être domptée. Pendant ce temps, le prota savoure sa victoire. Cependant, soudainement, une aura sombre commence à transformer son animal de compagnie en la baleine putréfiée. Une monstruosité qui, sans réfléchir, dévore une grande partie des gradins, dans un chaos où le prota ne peut plus la contrôler et finit aussi par être dévoré. Pendant ce temps, la dernière chose qu'il fait est de se rappeler la vie avec ses parents, comment il a grandi aux côtés de son animal de compagnie et a reconstruit sa classe. Jusqu'à maintenant où il perd tout à nouveau, même son héritage devient encore pire dans une situation qui est irréversible. Un vieux maître lui révèle que sa baleine est possédée à cause d'un ancien rituel interdit visant à conspirer contre lui. Cependant, il s'en chargera et lui donnera une chance en prenant le corps d'une personne qui sera sur le point de mourir 1 an après cet incident, pour qu'il puisse repartir de zéro. Il se réveille alors dans le corps d'un jeune esclave fuyant ses maîtres. Mais pour l'instant, il commence à peine à assimiler ce qui se passe, alors qu'il finit par être capturé et ramené à son cachot. Tous les efforts pour devenir une secte de rang A n'ont servi à rien, mais il ne peut pas abandonner. Pour l'instant, il veut voir ce qu'il peut invoquer en recevant une leçon d'humilité. Avec un chien en peluche et un démon, mais c'est un cactus faible où la plus grande compétence du chiot est d'uriner là où ce n'est pas déjà fait. Sa situation est triste pendant qu'un garde apparaît pour l'emmener auprès de la femme qui l'a enfermé. La respectée demoiselle Bai qui l'attend dans une pièce assez luxueuse tout en l'appelant Liu. En effet, il semble que l'ancien propriétaire de ce corps ait essayé de plotter cette femme en mettant quelque chose dans sa boisson. Ce qui est étrange, c'est qu'elle le laisse vivre. Elle était si humiliée qu'elle ne pouvait pas juste le tuer. Pour être satisfaite, elle le gardera enfermé à vie dans un état de soumission extrême où elle pourra l'abuser quand elle le voudra. Évidemment, question suivante, dit le protagoniste. Évidemment, le protagoniste accepte une telle bénédiction, mais pas en ce moment. Pendant qu'elle poursuit la conversation, il commence à se libérer, sans qu'elle ne lui ait jamais permis de partir. Elle présente alors son animal épique, un serpent flamboyant comme elle, qui attaque avec force. C'était suffisant pour punir son esclave, mais maintenant son aura est différente. Même si ses animaux de compagnie ne provoquent que des rires, elle attaque encore. Ici, Liu se concentre et ordonne au chien de suivre son plan. Car cette peluche avance là où elle pourrait facilement être dévorée. L'affinité du protagoniste avec ses créatures est remarquable. Il fait esquiver l'animal, forçant le serpent à échouer plusieurs fois. Un animal de compagnie un peu plus grand qu'un chien.
Pendant ce temps, Liu fait en sorte que le cactus commence à prendre de l'élan, prenant assez de force pour donner un grand coup à la vipère. Alors qu'il l'entoure de ses fouets, Bai est surprise qu'il puisse contrôler 2 animaux à la fois. Et même si le serpenticio est fort, il finit par être soumis. Pour la compétence finale de classe A du chien, uriner là où personne ne l'a fait. Furieuse et dégoûtée, la FIA fait évoluer son animal à l'écaille de feu sans se retenir. Là où les petits ne sont plus des rivaux. Ils finissent dans un état assez grave et le protagoniste, inquiet, se retrouve sans force au bord du lac, se demandant s'il va mourir à nouveau. Du moins jusqu'à ce qu'il aperçoive un petit poisson-chat. Pendant que la fille nettoie après le combat, le protagoniste revient et se moque d'elle, ayant pris le seul poisson-chat de l'étang. Et probablement le seul. Car la fille a lui dit que même s'ils peuvent devenir des baleines invincibles. Après l'incident d'il y a 1 an, avec un professeur dévoré par un animal de compagnie, ils ont exterminé cette espèce. Cela met le héros en colère car il sait que les créatures n'étaient pas responsables. Elle ne comprend pas pourquoi il s'énerve et lance une autre attaque mortelle. Mais cette fois, Liu change totalement la donne. Pendant ce temps, il bloque la fureur du serpent avec son corps pour que le petit poisson, profitant de la position, dévore le serpent. Un poisson-chat faible dont la seule qualité remarquable est cette stabilité à absorber. Le protagoniste annonce à la fille son départ, la laissant sans voix. Mais bien sûr, il envoie ses hommes et de nombreux loups à sa poursuite. Même blessé, le protagoniste maîtrise l'usage de son animal pour sauter d'une falaise en lieu sûr. Les recherches du lendemain se terminent et la fille se sent encore plus humiliée que jamais. Cependant, voici que son frère fait son apparition avec beaucoup de prestance. Après avoir entendu ce qui s'est passé, il ne ressent que de la colère parce qu'on a emporté son poisson-chat presque éteint. Elle lui demande si la créature a quelque chose de spécial, mais non. Un poisson ordinaire qu'elle aurait pu tuer, même avec sa faible attaque, avant qu'il ne mange son serpent. Le vrai problème, c'est que quelqu'un ait pu l'apprivoiser. Le seul qui pouvait faire ça est mort il y a 1 an. Donc c'est étrange et il doit s'en occuper. Pendant ce temps, le protagoniste, conscient de leur réputation de bêtes sinistres, a une nouvelle chance d'atteindre le sommet. Il se rend vite dans un village voisin pour trouver une auberge et acheter un animal de compagnie pour voyager. Cependant, en mentionnant le nom de son clan, le vendeur ne trouve aucun nom sur la liste. Pendant ce temps, Padel commence à attirer l'attention, car il s'avère que sa secte a été supprimée des registres il y a quelques mois. Et il ne peut pas acquérir de familiers de bonne qualité, il est donc obligé de dompter une bête sauvage, dans ce cas, un cochon assez compliqué. Pendant ce temps, il réfléchit, comme le commerçant disait, que sa secte. Après l'incident, il a perdu du prestige et est passé du grade B à D, déclinant au fil des mois jusqu'à ne plus être considéré comme une secte. Malgré tout, le protagoniste avance, tandis que la femme prépare le repas. Pour certains des subordonnés qui restent encore du pavillon, Ling Xiao, cependant, il prépare de très bons plats. La situation économique reste difficile. Pendant ce temps, Liu s'arrête dans un service pour animaux pour soigner le cactus et le chien, prenant aussi le dernier médicament. Cependant, un bandit apparaît ici, affirmant qu'il paiera 3 fois plus si on lui donne l'objet à lui. Le commerçant refuse. Et on a failli en venir à une bagarre. Si ce n'était pas parce que le type reconnaît Liu comme un vieil ami, cela lui permet d'apaiser la situation pendant qu'il découvre ce qui se passe. L'ancien propriétaire du corps étant un bandit alcoolique, il a ainsi acquis une résistance à l'alcool qu'il n'avait jamais eue. Alors le type s'endort profondément et Liu en profite pour libérer une esclave qu'il avait avec lui. Cependant, alors qu'il cherche ses amis, la petite semble le suivre. Pendant ce temps, nous allons à la secte où nous voyons comment les gens profitent déjà de la situation. Et une bande apparaît pour s'approprier de tout. Selon eux, ils ne méritent pas un endroit aussi bien. Incapable de render, mais Douane, désormais à la tête du lieu, leur tient tête. Avec ce chat d'ombre qui, bien qu'il paraisse petit, personne ne s'attendait à ce qu'il mette 3 familiers à dormir. Rien qu'avec sa vitesse. Cependant, quand le type commence à devenir arrogant, il se déconcentre. Et si ce n'était pas grâce à la propre capacité du chat, la fille aurait été blessée. Le problème, c'est que c'est le félin qui reçoit la morsure, ce qui est grave. Le protagoniste arrive à son ancien foyer et voit dans quel état de négligence il se trouve. Tout cela en 1 an seulement, et quand il voit qu'il n'y a pas de gardien, il s'agite et avance. Pour finir, il tombe sur l'animal de compagnie de Douane. Écrasé, son propriétaire, dévasté, la supplie de ne pas l'abandonner alors qu'elle agonise, la bande. Après avoir éliminé tous les animaux de compagnie, il va chercher sa récompense. Cependant, soudainement, un étrange liquide jaunâtre frappe ces créatures, tandis qu'un inconnu apparaît pour défier la racaille. Cette présence évoque-t-elle quelque chose à Goulin? Mais quand il lance sa peluche contre le chauve, celui-ci se moque de lui.
Il ne pensait pas qu'il combattrait son lézard comme s'ils étaient égaux, réussissant même à le frapper gentiment. Comme le manque d'expérience de la bande ne leur permet pas de comprendre à quel point les animaux de compagnie deviennent faibles lorsqu'ils se laissent uriner dessus, ils restent tout de même obsédés par l'idée de garder l'endroit. En invoquant plus de bêtes, ils déplacent le combat vers un lieu plus ouvert. Les animaux de compagnie passent d'abord, mais quand leurs maîtres arrivent-ils? Le silure a déjà dévoré la plupart des animaux de compagnie de qualité nécessaires aux protagonistes. Ses rivaux restent sans moyen d'attaquer ni comprendre comment il a un silure. Après l'extermination, ne laissant que la fuite, Goulin remercie son héros. Ému en la voyant, bien qu'elle se nomme Liu, il attend qu'elle découvre le traître avant qu'elle révèle son identité. La jeune fille me fait confiance, mais pas les autres. On sent la frustration chez tout le monde, mais surtout la colère de Douane, le frère de Goulin, à cause de sa perte. Liu lui-même sait à quel point il tenait à l'animal depuis le jour où il avait pour mission de le retrouver. Sa motivation s'effondre complètement, il annonce à tout le monde qu'il va quitter la secte, car sans animaux à s'occuper, cela n'en vaut pas la peine. Le protagoniste sait qu'il a été le premier à faire confiance à son pavillon et le plus loyal jusqu'à présent. Il tente donc de l'arrêter, mais affirme qu'il l'aidera à tout reconstruire. Il n'a que l'apparence d'un inconnu se croyant maître. Ils n'ont pas besoin de sa compassion. Ce type n'a plus la morale pour rester, et Liu non plus ne peut l'arrêter. Gulin essaie de faire en sorte qu'il continue à exaucer les souhaits de leur maître. Mais Douane lui répond qu'il est mort. Depuis 1 an, il décline, pensant que tout va bien sans lui. Ce ne sont que des mots forts qui touchent ceux qui ressentent la frustration et choisissent aussi de quitter la secte. Ils sont fatigués, s'arrêtant une dernière fois devant la porte pour dire adieu à ce qui fut leur foyer. On ignore la fille, seule pleine d'espoir, et le protagoniste qui a juste besoin de temps pour arranger les choses. Il ne peut pas leur dire qui il est vraiment, mais il supplie pour qu'ils ne l'abandonnent pas. Tout se termine ici, tandis que le pavillon subit un autre coup dur. L'endroit déjà si délabré se retrouve maintenant sans personne. Cependant, comme toujours, après la pluie, quelque chose de meilleur s'approche. Le protagoniste touche le fond. C'est pourquoi il demande à Gulin de reconstruire avec lui l'héritage de la secte. Il veillera à ce qu'ils atteignent les sommets ensemble. Mais pour être les plus forts, il a besoin d'elle. À ses côtés, on voit sur son visage la détermination. C'est ainsi que nous reprenons, après tout le drame, avec les seuls 4 membres restants de la secte, y compris la cuisinière. L'idée est de réformer le poulet en Linciado. Le problème, c'est qu'Edouane est parti et qu'il était l'élu pour les guider tous, parce qu'il a été le premier cultivateur à faire confiance. Donc ils sont dans un dilemme. Pendant ce temps, le protagoniste est convaincu qu'ils le choisiront lui après ses grands exploits. Mais la réalité le frappe. Pour l'instant, Gulin est la favorite de tous. En structurant la hiérarchie de la secte, il demeure le plus important, car la dernière bataille a privé tous d'un animal de compagnie, sauf le protagoniste. La plupart des habitats où l'on peut farmer ces créatures sont infestés de cultivateurs novices. Pourtant, Liu les conduit dans un lieu où tous se battent pour des animaux de compagnie faibles. Mais lui a une voie secrète, bien plus risquée, mais qui cache une grotte remplie de créatures exotiques. Elles sont classées par rang. Les plus faibles sont soldats, les plus fortes ont plus d'âge et de niveau. Ce sont les grades, monsieur, mais ils sont très rares. Par exemple, dans cette grotte si bien cachée, il n'y en a qu'un seul. Donc ils entrent, cependant ils rencontrent d'abord un renard de bon niveau dont Yue tombe amoureuse. Le protagoniste comprend qu'une telle créature ne devrait pas être là et qu'elle a sûrement un maître proche. En effet, un chasseur de primacées les attaque sans réfléchir, plaçant l'équipe en net désavantage. Le protagoniste était déjà prêt. Dans ce cas, il ne pouvait qu'utiliser leur pouvoir et forcer une invocation, même si rien n'apparaissait. Heureusement, cela est efficace contre l'adversaire. Ici, chacun ressent la présence abyssale du grade seigneur, et court voir qui le capturera en premier. Le Guz a plus d'expérience dans la zone et arrive le premier. Cependant, le protagoniste, rien qu'en le voyant, est conscient qu'il s'agit d'un grade seigneur à l'âge adulte, et avec une compétence unique. Ainsi, quand le renard l'attaque, aveuglé, il utilise son corps et arrache la couleur à son adversaire. Une capacité apparemment peu problématique. Cependant, avec la couleur, il crée des illusions qui surprennent tout le monde, car il échange même les teintes pour les embrouiller. Ils ne peuvent même pas s'en approcher. L'albinos propose une trêve temporaire pour le vaincre et partager le butin. Mais avant de le distraire, il utilise sa corne pour disparaître. Mais pas complètement, afin que lorsqu'il l'attaque avec sa grande vitesse, il surprenne avec ce point mortel au sol. Le panda, profitant de l'avantage, libère une folie de couleurs qui rend ses ennemis totalement vulnérables. Cet animal est puissant, mais le chien du protagoniste ne comprend pas,
car le sol distingue certaines couleurs. Il ne comprend pas pourquoi tous sont frappés et d'un coup, il endort le panda puis lui urine dessus pour l'empêcher de se relever. Le problème, c'est que l'albinos les trahit, prend la récompense et s'enfuit. Il emmène la puissante créature au château. Issu de la célèbre secte de la liberté, l'albinos traverse les gardes et découvre de nombreuses créatures en piteux état, prêtes à être vendues. Arrivant chez le chef de la secte, Yang, un homme avide ayant promis la compagne de son renard à l'albinos en échange de bonnes créatures. Même en respectant l'accord, il décide de tout garder pour lui. Pendant ce temps, le jeune homme essaie de se battre, car il est assez habile et le pouvoir de son animal de compagnie parvient à en mettre certains à terre. Du moins, jusqu'à ce que le démon de Yang apparaisse. Une créature qui se déplace dans l'ombre et qui le soumet facilement, le laissant sans rien et emportant ses créatures pour les vendre. Et en effet, le lendemain, notre équipe, juste au marché, tombe sur les affiches de recherche pour Liu, car Bai, la fille d'avant. Elle a fini par être assez en colère. Malgré tout, il décide de ne rien lui montrer. Pour le moment, c'est mieux ainsi. Il cherche des animaux de compagnie, tandis que la cuisinière les aide à conclure de bonnes affaires avec ses petits enchaînés, appréciés de leurs propriétaires, malgré leur faiblesse. La surprise survient quand il retrouve le panda volé la veille et provoque un scandale. Mais le membre de la secte de la liberté a l'air dangereux. Le jeune Chang montre son lien avec les animaux et s'allie au panda pour piéger l'esclavagiste qui finit battu. Illégal, mais ça marche finalement. Yu, seul sans animal, crée un lien avec le panda qui la juge digne de confiance. De plus, il découvre le couple de renards attachés qui, une fois libérés, tentent d'expliquer la situation et les souffrances de leur maître. Dans le pavillon du lynx, privés de leur force d'autrefois et de leur ancien maître, ils ne peuvent plus se sauver, ni eux. Mais ici, Liu les motive simplement. Il leur dit même qu'il a quelque chose à leur montrer, les emmenant jusqu'à ce que c'était autrefois. Une dernière lettre de leur maître, c'est clairement lui qui l'a écrite. Mais il s'excuse de ne pas avoir consacré assez de temps aux novices du clan, car comme nous le savons, à la fin, ils ont été les seuls loyaux. En guise de testament, il leur donne tous ces bonbons d'amélioration pour qu'ils les utilisent ainsi bien. Et en fait, peu de temps après, des rumeurs commencent à circuler dans le village selon lesquelles la secte de la liberté est attaquée sans que son chef ne le sache. Il est trop occupé à torturer l'albinos, car il veut qu'il rompe le lien avec les renards sans savoir qu'on les lui a déjà volés. Mais le type finit par tenir bon, et quand il se réveille après le passage à tabac, il voit apparaître ses sauveurs. Les types qu'il a volés viennent de lui rendre ses précieuses mascottes. Le protagoniste lui fait clairement comprendre qu'il le considère comme puissant et veut l'aider. Le protagoniste gagne son respect et prend la tête du combat. Pendant qu'ils libéreront les mascottes, lui s'occupera de Yang. Cependant, en avançant, il tombe sur un salon rempli de trésors, de reliques et surtout de matériaux d'évolution, parfait pour améliorer ses créatures faibles. Cependant, il se laisse distraire et ne fait pas attention au fait que l'endroit est complètement sombre. Les ombres sont l'abri idéal pour le démon Yang qui ne peut que fuir s'il est attaqué. Cependant, il gagne un peu de temps en constatant que les objets et les reliques sont la priorité pour cet avide. Cependant, s'abbaider cela ne fonctionne pas indéfiniment. Et même en le distrayant, le protagoniste reçoit une blessure assez grave. Il n'a pas d'autre choix que de rejoindre l'équipe qui prend le contrôle du château. Voyant l'état de Liu, Gulin entame la guérison avec son papillon. Il doit faire vite, le démon des ombres surgit. Bien qu'il soit plus nombreux, cette bête disparaît à volonté, se déplace sur ses scènes et frappe fort. En plus, le cactus de son propre chef a décidé de commencer à se soigner tout seul. Donc, nous sommes encore plus désavantagés. Mais malgré tout, les renards unis parviennent à maîtriser un peu la créature. Mais quand ils préparent une bonne attaque, Yang décide d'évoluer en spectre. Et à ce stade, plus rien ne peut l'arrêter. Il augmente tellement sa force que les cultivateurs et les créatures commencent à subir des punitions de la même manière. Le démon capture Gulin pendant que le maître se moque en disant que c'est tout. Voilà tout ce qu'il reste de l'ancienne secte la plus prometteuse du continent. Voyant tous ses alliés vaincus ou hors de combat, il se prépare au pire. Jusqu'à ce qu'il sente des gouttes d'eau dans la zone, surprenant Yang en voyant apparaître l'un des grands silures qu'il pensait pourtant éteint. Le protagoniste est arrivé. La fille est saine et sauve, le combat s'intensifie. Avec un Liu déchaîné et un Yang qui, dans le désespoir, attaque à distance, parvenant à blesser le silure. Par sa taille, on voit que le protagoniste a renforcé son lien avec l'animal. Une créature plus résistante, cumulant les compétences de ses autres bêtes, comme le cactus amélioré. C'est typique d'un prodige, donc attaché, autour du poisson pour le consommer. Cependant, Yang doit l'arrêter. Si l'ombre touche le sol, pourra-t-il s'échapper comme lui? Ainsi, Liu intensifie le combat, laissant le démon sans issue, qui est finalement consumé. Mais comme il est si puissant, son orbe reste en suspension.
S'ils ne la détruisent pas, ils n'auront rien gagné. Mais à ce stade, il ne reste plus de force. Ils finissent par être contenus ou être si près de la victoire ne fait que générer de la frustration. Soudain, l'esclave semi-humaine libérée plus tôt surgit, écrase l'orbe et détruit la créature. Pendant ce temps, elle donne une raclée à celui qui l'avait autrefois enfermé pour la vendre, devenant ainsi la plus puissante du moment. Et malgré cela, elle devient très timide en aidant celui qui est pour elle son sauveur, puis elle disparaît sans répondre aux questions, laissant la situation sous contrôle. En fait, maintenant, l'équipe a un butin complet, que l'albinos pense à nouveau mériter à 70%. Le protagoniste utilise l'attaque secrète pour effacer sa mémoire, afin qu'il ignore où il est et ce qui s'est passé. Et il finit par emporter une petite boîte avec des provisions. Pendant ce temps, l'équipe a maintenant à sa disposition des mascottes de tous les rangs. Pendant ce temps, Liu tente de maîtriser une petite boule de feu, ce qui lui semble curieusement difficile. Finalement, s'il y parvient, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est de ressentir une aura puissante de la bête qui, sans comprendre, le fait complètement s'évanouir. Le lendemain, soigné par la secte, il va très bien et n'y pense plus. Pourtant, quelque chose lui paraît étrange. Désormais, ils doivent améliorer leurs animaux pour se qualifier au tournoi de grade D. Le protagoniste suit donc la progression de son poisson-chat, Nian, qui cache un espace interne accessible à Liu. Et ce n'est pas tout. Le temps y passe si lentement et l'endroit peut être amélioré, au point de devenir la zone d'entraînement parfaite. C'est un espace qu'il contrôle seul, où il peut réfléchir. Le traître n'est pas dans l'équipe. C'est sûrement un ancien membre de la secte ou quelqu'un hors du clan, c'est la raison. Il doit parler avec Gulin, qui a été la seule à voir le poisson-chat qu'il essayait de cacher. Lors de la visite au temple, elle s'inquiète pour lui, espère qu'il va bien et le remercie pour sa force. Malgré tout, Liu tente de ne pas paraître mal et s'excuse pour son poisson-chat presque éteint, mais cela lui importe peu. Elle a vu ses affiches en ville, mais elle sait qu'il n'est pas un bandit. Ce qui la trouble, c'est de le voir, de ressentir sa présence et sa manière d'interagir avec les animaux. Il contrôle aussi un poisson-chat. Cela lui rappelle-t-il tant son grand maître? Elle lui demande directement s'il est son disciple, un membre de sa famille, ou lui pose la question qui le rend fou. S'il était le maître qu'ils ont perdu. Le protagoniste se retrouve complètement acculé par la fille qui veut savoir ce qui se passe. Donc on reste avec le protagoniste totalement acculé. Chanel, la cuisinière, écoute, car un inconnu est seul avec leur maîtresse. Cependant, cela profite à IWU, qui sait qu'il ne peut pas encore révéler son identité tant qu'il n'a pas trouvé le traître et qu'il ne s'est pas vengé. Il admet être un pervers et connaître beaucoup de choses parce qu'il est harceleur de la secte Lin Xiao. Cela lui permet d'éviter le sujet quand d'autres interviennent pour l'arrêter. Toutefois, Gulin sait qu'il se passe autre chose. Le poisson-chat et son étrange aura la troublent, mais elle choisit d'ignorer cela. Puisque tout le monde doit se concentrer sur la compétition d'évaluation du grade D, à laquelle ils sont obligés de participer pour se qualifier. C'est ainsi que nous avançons de 10 jours où clairement, à cause de la situation de pauvreté de la secte, on ressent le changement des créatures dans lesquelles ils peuvent se déplacer. Cependant, tout le monde semble s'adapter à ce qu'ils ont, surtout après avoir passé des jours d'entraînement intensifs. En effet, ils devront se réunir dans un lieu où seules certaines des sectes de la région accéderont à la compétition principale. Le pavillon Linxiang était presque toujours l'un des rares présents, donc ils ne devraient pas avoir de problème. Eh bien, ce sont eux qui créent la surprise. Quand ils arrivent et voient un tas de participants d'autres sectes se moquer de ce qu'il reste du grand pavillon Linxiang. Humiliés et impuissants, ils avancent jusqu'à croiser le réceptionniste qui explique la présence de nombreux participants. C'est littéralement à cause des nombreux pillages subis par le pavillon Linxiang. Des bandits et sectes en difficulté ont triomphé grâce aux ressources volées. Même d'anciens alliés se sont retournés contre eux. C'est pour ça que le protagoniste ne ressent plus de culpabilité. Ne pouvant classer que 4 des 8 sectes, va-t-il affronter celles qui lui ont nui par le passé? La confiance du gars est grande, et même si ces créatures semblent toujours inoffensives, elles ont déjà des améliorations. En dominant aisément leurs rivaux, ils éliminent la plupart sans difficulté et empoisonnent même le traître. Il se calme au lieu de continuer à frapper. Il oblige tous à travailler pour lui, récupérant ce qu'on leur avait pris. Soumis, ils sont forcés d'accepter. Le protagoniste se lève et même s'il est un inconnu pour la plupart, même le réceptionniste est impressionné. Maintenant, les 4 sectes ont été emmenés sur l'île pour y être classés. Nous nous rendons compte que l'albinos d'avant a son propre groupe. Le type reste aussi arrogant que toujours. Cependant, il est également surpris que Liu Haru n'ait pu s'entraîner. Il propose donc une alliance.
Pendant ce temps, le chauve, un autre chef, refuse aussi de rester à l'écart. Pourtant, l'albinos persiste à le traiter de faible. Mais c'est leur chef, la vieille femme, qui calme le garçon et paraît assez forte. Le Prota voit un bel horizon pour les compétitions cette année. Pendant ce temps, apparaissent ceux qui seront leurs moyens de transport, d'incroyables créatures géantes qui les emmènent jusqu'à l'île où ils sont accueillis par les instructeurs. Et ici, nous faisons la connaissance de cette fille appelée Lu Wen, une examinatrice assez fanatique de l'héritage du pavillon, Lin Xiao. Comme à l'époque, ils ont vaincu les adversaires les plus forts, ce qui la rend très émue qu'il a été réussi à avancer jusqu'à ce point, et elle leur souhaite le plus grand succès. Il les guide tout en expliquant la fonction. Ces bracelets sont des dispositifs que chaque participant porte et qui sont directement connectés à une créature dodue afin de mesurer leurs statistiques. Cependant, c'est aussi un objet dont ils doivent prendre soin, car s'ils le perdent ou s'en séparent pendant plus de 3 minutes, ils seront disqualifiés. Ici, la compétition est tôt sur le point de commencer, donc chaque examinateur reste avec un groupe et le guide jusqu'à un point reculé de l'île. Pendant ce temps, nous voyons apparaître dans le ciel la respectée famille Bai, où les 2 frères arrivent jusqu'au centre de commandement, Bai Tanshu. Il a le respect de tous en étant l'aîné. La jeune fille est surprise et sarcastique en apprenant que le pavillon Lin Xiao participe à la compétition. Le simple fait qu'ils aient réussi à avancer. Cette rivalité a fait naître des rumeurs selon lesquelles la famille Wei serait impliquée dans ce qui est arrivé à Lin Xiao. Mais le frère lui fait bien comprendre que, même s'ils ont toujours été des sectes rivales, ayant le même niveau de pouvoir de grade B, ils respectèrent beaucoup leur chef, avec lequel, même plus jeunes, ils se sont affrontés plusieurs fois. Et la secte Bai a toujours fini par perdre face à une cultivation écrasante, mais pour l'instant, c'est Bai qui se charge de lancer la compétition. Où nous avons un paysage, les eaux frémissent, tandis que l'île émerge, créant le décor parfait et épique avec plusieurs biomes. Lieu possible de la compétition. Chaque secte est répartie, libérant de nombreux orbes pour la première épreuve. Une voix résonnant sur toute la Terre leur dit de collecter les spores. Il y en a 500, donc les plus rapides seront qualifiés, tandis que les autres devront se reposer. Les protagonistes récoltent la première sans problème, mais ils se rendent compte que les marques de ces orbes disparaissent rapidement. Ils doivent être rapides, alors Liu les divise. Chacun doit en récolter au moins 5 pour entrer dans le top mondial. Pendant ce temps, au centre de contrôle, il y a des sectes qui ont déjà récolté jusqu'à 17 orbes. Profitant d'une faille, ils utilisent des animaux de compagnie avec le bracelet pour simplifier les choses. Ces hippopons sont candidatés à la première place. Cependant, soudainement Sui, Laura, l'une de ces animaux de compagnie, disparaît, tandis que cet inconnu les menace. Le type avait l'air fort, mais en montrant ce bras denté, on voit bien qu'il est aussi fou. Il possède un animal de compagnie parasite qui lui a fait perdre un bras. Doté d'une présence terrifiante, ce membre de la secte de la liberté dévore sans hésiter ses adversaires. Ceci sort du règlement, mais dans un espace si vaste, il est difficile de savoir qui c'est. Le protagoniste et ses animaux collectent lentement des orbes. Mais la secte Jolan apparaît, et Liu reconnaît le chef qui accompagnait l'esclave qu'il a libéré et qu'il connaissait dans sa vie antérieure. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que ses animaux de compagnie, évidemment, le reconnaîtraient aussi. Surtout cette femme, qui, d'après la réaction du chien, doit être l'ancienne femme du protagoniste. La situation devient incontrôlable. Ils savent que le Liu qu'ils connaissent est proche, tandis que Gulin, faisant sa part du travail, se trouve là. Avec ces types peu fiables, mais guidés par une voix familière. Le frère Duan réapparaît avec une nouvelle aura, pleine de haine, montrant clairement qu'elle a changé. Son uniforme montre qu'il appartient désormais à la secte Rakshasa. C'est-à-dire que les 2 bandits d'avant sont des rivaux qui veulent aussi l'affronter avec des créatures assez puissantes, mais Duan les ignore complètement. Il préfère parler du fait que maintenant, sa petite sœur de cultivation est la chef du pavillon Lingxiao. Cela énerve les chauves, dotés d'un arsenal d'animaux de compagnie. Mais soudain, une créature tranche tout le monde en 2. Et à travers la poussière, on peut voir que le chat, qui apparemment était mort, en décomposition, semble bouger. Seulement sous le contrôle d'une certaine magie de nécromancie qui, il faut le dire, le rend incroyablement rapide et doté d'une force d'attaque incroyable. Tous les ennemis finissent coupés en 2, et de justesse, leurs invocateurs aussi. Sinon, c'est parce qu'ils se sont rendus. Au final, ces griffes en y sont mortelles, mais on ne le sent plus comme un être vivant. Pourtant, Bédouane est fier, car cette abomination était un cadeau de sa nouvelle secte, qu'il tient pour la plus puissante, où personne ne doit mourir. Comme au pavillon Lin Xiao, il tente de la convaincre de rejoindre son groupe, mais Gulin défend son pavillon.
Elle sait qu'ils ont beaucoup progressé en quelques mois, tant leur créature que leur cultivation, grâce à Liu. Cela énerve Doan, qui le voit comme un étranger sans respect, donnant seulement des animaux de compagnie trop faibles pour être mangés. Elle veut qu'il revienne avec eux, mais elle sait que son esprit est ailleurs et qu'il agit seulement sur une voie vide et pleine de haine. Duan précise qu'il ne reviendra pas et espère ne pas croiser l'intrus, car il n'aura aucune pitié. La bonté qui lui restait a complètement disparu. Pendant ce temps, nous retrouvons le petit Shen qui est en train de compléter les 4 orbes qu'il a collectés. Il sait qu'il s'est amélioré. Cependant, il ne réalise pas que malgré le progrès d'Épine, son apparence lui fait toujours perdre de l'aura. Ils doivent néanmoins poursuivre la collecte. Cependant, ce garçon blond apparaît en réclamant l'orbe. Mais Shen, en voyant qu'il n'a pas plus de 15 ans, le sous-estime. Il sait qu'à cet âge, on ne peut invoquer qu'un lapin ou un esclave de bas niveau. Cependant, ce blond appelé Long de la Nada surprend toute l'île lorsque son énergie s'élève vers le ciel. En l'ouvrant, les adultes reconnaissent qu'une telle énergie provient d'un grade empereur. L'enfant vient d'humilier Shen avec ce dragon. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, ils ne comprennent pas comment un mineur peut abriter un tel pouvoir en lui. C'est le frère aîné de la famille, Bai. Ceci explique pourquoi certains humains aux caractéristiques particulières arrivent, dès l'enfance, à s'adapter à une créature supérieure avec laquelle ils grandissent. Faut-il vraiment des prodiges pour qu'une telle chose arrive ? Eh bien, Shen se souvient maintenant que son père a essayé de lui faire avoir un de ses animaux de compagnie compagnon, mais il n'a jamais été assez bon. Fou de rage, il affronte finalement le blond en position de faiblesse. Même Bai Liansu sait qu'un animal de compagnie comme ça serait directement gagnant du tournoi. Cependant, son frère lui dit que même s'il s'agit d'un rang empereur, la limite de son pouvoir est directement liée au niveau de cultivation de son maître. Comme on le voit, le blond a une mauvaise précision, un niveau faible et sa personnalité ne favorise pas son potentiel. Alors Shen en profite pour attaquer avec sa pluie d'épines, mais le dragon aide Long. Elle lui accorde 5 points de puissance et une compétence exclusive aux empereurs. Même un enfant sans entraînement se bat à haut niveau. Au corps à corps, Shen ne cède pas, attendant que sa force faiblisse. Mais le dragon a tellement d'énergie que le duo du pavillon Linceado finit vaincu et presque mort. Sinon, c'est parce que le père du blond apparaît, un homme plus sensé qui calme son fils. Comme il attire trop l'attention des autres guerriers, et puisque Shen ne va pas abandonner sans se battre, le mieux est de se retirer. Actuellement, il emmène son fils, affichant une relation père-fils que Shen envie. Actuellement, son animal de compagnie est sa meilleure compagnie, et c'est essentiel. Mais il veut aussi devenir fort, et décide qu'un jour, il vaincra Long lors d'un combat à égalité. C'est quelque chose que son rival finit par accepter, ils concluent un pacte. Passons maintenant à la cuisinière Yue, qui semble apprécier la mission, surtout avec le panda, créature puissante. Même s'il a mauvais caractère, cela facilite les choses. Pour obtenir des orbes, le problème c'est que la créature finit par avancer où elle veut. En plus de ne rien craindre, elle se retrouve directement face à plusieurs adversaires en même temps, et à qui elle veut arracher leurs spores. Car pour une raison quelconque, ils les portent à la main et non à leur poignet. Alors le panda attaque les filles, qui semblent assez résistantes. Cependant, l'apparence est trompeuse. Et lorsqu'elles invoquent pour la première fois, on se rend compte qu'il s'agit d'un groupe d'idoles. Elles n'ont que des mascottes, qui sont visiblement voyantes. 0 pouvoir en combat, et le panda les endort toutes sans problème. Ici, les filles supplient pour garder leurs orbes. Elles expliquent avoir rejoint cette compétition uniquement pour l'expérience. Elles deviennent victimes de chantage par un chef de bandits ayant enlevé leur ami menacé par une créature mortelle. Si elles ne lui trouvent pas 5 orbes, pour une raison quelconque, Yubei ressent de la compassion et décide de les aider. Les 3 filles annoncent au vieil homme qu'elles ont obtenu 3 spores. Mais va-t-il les laisser négocier avec lui ? Et il est sur le point de dévorer la tête de son ami. Le panda, profitant de son camouflage, surgit derrière et affronte le ver étrange, qu'il pulvérise d'un seul coup de poing de façon épique. Tout semble sous contrôle. Le vieil homme avait déjà injecté une larve dans le cou de la fille, qui s'enfonce lentement et lui cause de fortes douleurs. Et dans une position où, sur ordre, il peut lui briser la nuque. Yubei doit choisir entre se faire implanter une larve pour la sauver ou la laisser mourir. Une décision qui ravive de vieux traumatismes de sa vie où ses choix l'ont mené à des tragédies. La jeune fille tombe en état catatonique, une puissante aura l'entoure et, frustrée, elle inflige une raclée au vieil homme qui perd connaissance. Pendant que le panda arrache la larve,
Yubei finit aussi au sol, car elle perd la raison à ce moment-là. Heureusement, ses filles en prennent soin d'elle, et pas seulement cela, car lorsqu'elle se rétablit, ces femmes leur remettent les 3 orbes qu'elles ont collectés. Elles ne vont plus jouer, elles vont se retirer, et lorsque la compétition sera terminée, elles 4 rejoindront ce pavillon pour la suivre. Elles la rejettent, peut-être par faiblesse, ou c'est ce qu'on pense. En nous rendant à la salle de contrôle, le score de la première étape est affiché. La première place à 47 orbes, cependant, Bai Liansu s'intéresse au pavillon lynxé. Elle est même contente de leur 7e place avec 16 points. Malgré le fait d'être une femme dure, cela l'émeut qu'ils parviennent à progresser. Le problème, c'est qu'on découvre encore des sectes massacrées. Quelqu'un profite-t-il de la compétition? Donc, aux responsables, il ne reste plus qu'à passer à la 2e phase. Allons voir Liu, qui est maintenant avec la femme d'avant, pour une raison inconnue. En le suivant, elle n'est pas claire sur la raison, elle s'excuse simplement en disant qu'elle veut voir le chien de Liu, si on lui demande directement quel genre de personne il est pour elle. Pendant ce temps, il lui raconte qu'il a souffert d'une grave perte de mémoire et que c'est pour cela qu'il ne se souvient pas de grand-chose de son ancienne vie. Elle s'approche, lui dit qu'il est un démon désagréable, mais comme si elle voulait l'embrasser. Le protagoniste veut tout savoir, mais la fille le remet à sa place quand il va trop loin. Il y a quelque chose entre eux. Cependant, ils sont interrompus par le renard et l'albinos qui traînent dans les parages. Le gars fait déjà assez confiance au protagoniste. Cependant, une présence étrange s'approche, un type en fauteuil roulant. C'est pour cette raison que l'albinos, rien qu'en le voyant, ne veut avoir aucun problème. Ils disent qu'ils n'ont pas d'orbe libre à lui donner et qu'ils ne peuvent pas non plus être transférés. Chacun doit suivre sa voie sans s'épuiser dans une bataille. Le vieil homme accepte de justesse, jusqu'à ce qu'une voix au loin leur annonce que la 2e étape commence. Soumettez le bracelet des adversaires pendant 30 secondes pour leur retirer les orbes gagnés. Mushan est terrifié. Un humain, largement parasité par un animal de compagnie, est mortel. Ligo est prêt à se battre, mais l'albinos les entraîne vite, apeurés. S'ils se battent, ils perdront tout, il est trop fort pour eux. L'albinos vient d'abandonner la vieille et ses coéquipiers, mais c'est parce qu'il s'avère qu'ils étaient 3 vagabonds qu'il a engagés pour pouvoir accéder au tournoi. Même ainsi, ce n'est pas justifié. 2 finissent par abandonner, mais la vieille ne le fait pas à temps et elle perd la tête. Le type ne plaisante pas. Pendant ce temps, Liansu est inquiète parce que cette nouvelle règle ne fera qu'inciter tout le monde à vouloir s'entretuer pour gagner des points. Cependant, surveiller son frère sait que cela poussera les plus faibles à abandonner, laissant seulement les plus forts. Les organisateurs recherchent dans le pavillon le plus fort, pas le plus commode. Rapidement, plusieurs équipes se retirent, ne laissant plus que 15, tandis que l'albinos reste seul de son équipe. Est-il convaincu qu'il survivra à la finale, sans savoir que le vieux Nian va se souvenir de son visage? Jusqu'à ce qu'il puisse lui-même y mettre fin, quelque chose qu'il semble ignorer. Alors bientôt, nous verrons ce combat dans lequel l'un d'eux devra mourir. Ici, nous affichons les 15 meilleures équipes. Le pavillon Linceado occupe la 7e place. Ils décident donc de se réunir car il est maintenant facile de leur prendre des points si le combat est activé. Liu arrive avec ses 2 compagnons. L'albinos, vu son passé, n'est pas très fiable. Tandis que Jian, étant la nouvelle beauté du coin et en plus proclamée comme la petite amie du protagoniste, est davantage respectée. Pendant ce temps, la voix leur parle. Les place dans le classement, y compris la secte Raksasa, où se trouve Duan, qui obtient la 2e place. Voilà pourquoi Gulins est si abattu. Il ne comprend pas son ami, surtout avec cette étrange version de son chat zombie. Le protagoniste relie-t-il immédiatement cette putréfaction à l'état de sa baleine après la trahison. Et cela peut être un bon indice. Cependant, pour le moment, il reste calme. Et comme il reste si peu de spores à récolter, les équipes vont commencer à s'attaquer les unes aux autres. Donc se séparer est exclu. Et pour l'albinos, une idée? Et c'est ainsi que nous voyons cette secte assez faible qui s'enthousiasme à la vue d'un butin de 3 orbes. Mais après les avoir ramassés en utilisant leur animal de compagnie, ils découvrent qu'il s'agit de simples pierres, se retrouvant en position défavorable face à Liu et aux autres. Alors en utilisant leurs créatures, ils attaquent sans problème, tandis que leurs maîtres n'ont pas le temps de réagir, étant soumis à une bonne dose d'urine. C'est ainsi qu'ils prennent leur bracelet, ajoutant un énorme total de 9 points au tableau. Le problème, c'est qu'ils se distraient en visant l'albinos, ce qui permet d'attraper Jian par derrière et de la soumettre encore. Avec l'un de ces désagréables vers, un compagnon de l'ancien d'avant, mais plus agressif. Ayant baissé leur garde, ils décident de rendre les orbes remportés. Pour qu'ils ne fassent rien à la fille, elle s'émeut, elle voit tant que ça.
Cependant, les bandits acceptent l'accord mais la libéreront à une certaine distance. Le protagoniste croit à un piège, mais l'expression de la fille le rassure et il lui fait confiance. En fait, il les avertit que s'ils lui font du mal, il s'occupera de traquer leur secte pour le reste de sa vie. Le clan ennemi repart avec son otage. Cependant, à ce moment-là, la voix leur indique que la fille a été éliminée du tableau. Le protagoniste savait qu'il ne pouvait pas leur faire confiance, submergé de rage. Mais à ce moment-là, ils annoncent à nouveau que la secte du ver est totalement éliminée. Le protagoniste ignore tout jusqu'à ce qu'il retrouve la fille saine et sauve, car seule avec le vieil homme, elle s'est servie de son charme. Pour s'approcher suffisamment afin de pouvoir invoquer son animal de compagnie, une dame renarde qui attaque, séduit et transforme ses victimes en marionnettes. Alors elle a décidé de se rendre et a fait en sorte que le vieil homme l'attaque, pour que tout un clan entier disqualifié. Le tournoi pour l'agression contre quelqu'un qui s'est rendu, remettant au protagoniste une tonne d'orbes. Elle devra se retirer du tournoi, mais ce qu'elle a fait que tout le monde la respecte. C'est désormais la belle-sœur qui doit rejoindre le pavillon lynx après le tournoi. La seule inquiétude de la fille est d'être rejetée. Mais malgré la pression, le prota en est certain. Elle est amoureuse. Actuellement, avec les orbes, ils ont 46 points et la première place. Mais il reste à enlever ceux de l'albinos. Le pavillon lynxé obtient une honorable deuxième place. Derrière la secte des parasites et devant le clan zombie de Douane. Tout le monde au quartier général est surpris, même le grand frère est ému d'entendre à nouveau ce clan au sommet. Et encore plus à cause de ce membre mystérieux qui est arrivé pour tout améliorer. Un gars fort qui attire l'attention de sa sœur sans savoir ce qui se passe. Nous passons à la troisième phase où l'île recommence à couler et les bracelets ne doivent pas toucher l'eau. Où perdront-ils des points? Les équipes restantes en Ishtarkan sont obligées de se retrouver en avançant vers le sommet où seul le meilleur restera. Pour plus de fun, la règle interdisant d'attaquer après une reddition est levée. Le tous contre tous commence et en avançant, ils sont attaqués par le chat zombie de Douane, qui est impatient de se venger de l'hibou, qu'il considère simplement comme un intrus. Il ne le juge même pas puissant et laisse ses compagnons gérer la situation. C'est pourquoi une pieuvre surprend le protagoniste, qui enlève son bracelet et se retrouve face à cette créature zombie dans l'eau. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est l'environnement parfait pour qu'Hibou utilise son agran. Ici, tous s'inquiètent pour le chef, ce qui agace encore plus celui qui ne comprend pas leur attachement. Mais pour Gulin, il ne devrait pas donner son avis après avoir quitté le premier la secte et lancé le combat. Pendant ce temps, la cuisinière, qu'il essaie d'intimider avec son panda. Mais le type n'en a pas seulement un pareil, il en a un bien plus puissant et plus grand, à plusieurs niveaux. La situation se complique, l'albinos choisit de fuir avec le bracelet de Hibou. En réalité, il a le plus d'ennemis sur place, donc ce n'est pas facile avec ce tyrannosaure zombie. Pour le prota, c'est différent, il est à l'aise dans l'eau. Et grâce à Nyan, il montre qu'il est facile de dominer une si grande bête. Son niveau a tellement progressé qu'il crée des tourbillons pour dévorer ses rivaux. Le chauve ne comprend pas, sa créature est la plus forte, mais voir un simple humain sortir de l'eau fait peur. Le protagoniste récupère son bracelet et choisit d'aider. Le panda frappe, mais le zombie est plus fort. Lui reste confiant envers Yue et demande simplement au panda de cacher son poisson. Il pourra donc voir Douane sans que personne ne soupçonne son poisson-chat. Douane s'en moque. Il sait qu'il copie son maître, c'est pourquoi il va l'effacer. Le protagoniste est prêt et envoie Shen. Aider l'albinos qui est sur le point d'être dévoré par le tyrannosaure. Pour le petit, il vaut mieux attaquer directement le maître. Même si son animal le défend, ce n'est pas par mauvaise intention. Ils doivent donc simplement garder leur distance. Sinon, ils seront dévorés et en combinant des pics avec les éléments de leur renard. La combinaison finit par révéler la faiblesse du dinosaure face au feu. Mais que son maître contrecarre rapidement avec un rugissement qui étourdit et effraie les créatures, laissant les plus vulnérables. Cependant, Pet, un prodige surgit et terrasse la créature à main nue. C'est le blond d'avant, censé être le sauveur, mais il ne cherche que le bracelet perdu. Yue n'a pas cette chance. La situation se complique davantage, car son ours résiste parce qu'il est très fort, mais il ne fait aucun dégât, et avec quelques coups, il va atteindre sa limite. L'adversaire admet qu'il est résistant, mais le mieux serait que la fille rende ses affaires, ou elle sera écrasée. Le panda attaque encore, mais se retrouve enterré. Elle veille à ce qu'il ne se blesse pas. Comme Liu l'a dit, seuls les forts conquièrent les forts. Et parce qu'elle ne se sent pas ainsi, il ne lui obéit pas, cela lui suffisait toujours de voir sa secte grandir pendant qu'elle cuisinait. Elle était satisfaite, mais cherche désormais plus.
son ancien maître lui affirme qu'elle en est capable. En se rappelant ses actions, elle décide de prendre l'initiative pour être prise au sérieux. Son animal de compagnie est têtu, mais elle peut aussi être redoutable. Et ils ont un plan. Son rival les méprise, ils n'ont plus de chance. Cependant, l'union de la fille améliore les mouvements du panda, qui deviennent beaucoup plus fluides et épiques, avec de bons coups. Et en plus, contrairement à son rival, il peut utiliser des compétences uniques. Dans ce cas, avec la corne, il fait un énorme flash sur son rival. Pour que, lorsqu'il retrouve la vue, il voit son propre animal de compagnie le frapper jusqu'à l'évanouissement, laissant tout le monde dans la confusion. Mais c'était un bon coup. En tenant compte des illusions du panda et de la façon dont il peut inverser les couleurs, la fille, heureuse de sa victoire, remercie son maître, tandis que le protagoniste sait qu'il ne reste que l'arrogant Dwan de ce clan. C'est le moment de lui apprendre l'humilité avec une créature inattendue, mais qui offrira un beau combat. La raclée que lui infligera le protagoniste lui servira d'entraînement, comme dans ce souvenir ancien. Dwan, trouvant son animal plus puissant que d'habitude, a demandé un duel avec la baleine de son maître. Pour évaluer son niveau, le protagoniste a accepté, et à l'époque actuelle, Liu doit encore affronter ce duel. Pour voir à quel point il s'est amélioré, l'eau commence à monter. Alors que Dwan observe des compétences épiques évoquant des souvenirs, le protagoniste repousse Gulin sans pitié, car les attaques rapides du chat restent gérables grâce à la force de l'eau. Comme il y a quelques années, pendant ce temps, Dwan continue d'utiliser les mêmes techniques qui, bien que puissantes grâce à la qualité de l'animal de compagnie, le silure démontre sa supériorité. Dwan continue d'utiliser la vitesse, mais les spirales de Liu contrent toute attaque. C'est justement ce que Lin Xiao utilisait, si efficace qu'il n'a jamais pu contrôler les mouvements de son animal. Eh bien, justement, s'il y a quelques années, le chat a été capable d'utiliser son propre instinct pour couper le flux d'eau. En se libérant et de justesse, il a failli en mettre une bonne au maître. Dwan est convaincu que ce mouvement le sauvera à nouveau. Cependant, le chat est simplement emporté par l'eau et finit par heurter une pierre avec une force qui a failli le briser. Il est clair que la dernière fois, le chat a agi par instinct, montrant sa qualité, mais maintenant il n'est plus qu'une coquille à vide. En obéissant au maître, Dwan reste dominé par la haine et refuse de comprendre. Et une aura gigantesque s'élève et le protagoniste esquive ce qui aurait été une explosion très dangereuse. Pour qu'une bonne fois pour toutes, il lui écrase le visage contre le sol, mettant ainsi fin au combat. Pendant qu'il dort confortablement, il rêve. Il se souvient comment il a essayé de revenir à la secte après l'avoir quittée, mais ils avaient déjà un remplaçant. Selon lui, il revient ici juste pour voir comment il est soumis par un cactus nain. Pendant que Liu lui demande directement quel lien il a eu avec la mort de Lin Xiao, Gulin ne comprend pas les accusations. Mais avec l'histoire de l'animal de compagnie zombie, très similaire à la transformation qui a déjà dévoré son maître, y a-t-il des raisons de se méfier ? Le type se moque de lui de façon sarcastique, mais il est évident qu'il respectait son maître plus que quiconque, avouant ce qui s'est passé. Lorsqu'il a quitté le pavillon, il cherchait depuis des jours quelqu'un pour ressusciter son animal, mais tous le rejetaient. Désespéré et sans aide possible de clinique divine, il a entendu parler de la secte Rakshasa, dont le chef lui a proposé de ressusciter son animal, s'il les rejoignait. Le type, prêt à tout faire, accepte, mais il n'a jamais vu le processus. Il a seulement reçu son chat dans un colis jusqu'à aujourd'hui. De plus, il est confirmé que cette secte ne ressuscite que des animaux de compagnie morts, contrairement à la baleine de son maître. Donc Liu se sent soulagé, il n'a plus de raison de se méfier. Mais regagner la confiance sera difficile. Le type refuse l'aide. Pendant ce temps, une femme apparaît avec un animal de compagnie parasite qui sort de son dos et qui n'est pas très amical. Ils doivent donc s'en charger. Dwan, lui, se demande s'il compte encore. Gulin commence à se souvenir des enseignements de la secte où il a toujours été bien accueilli. Cependant, c'est maintenant ce qu'il a fait de son animal de compagnie qui l'empêche d'avancer. Il commence à le regretter. La sorcière des dards profite de sa position aérienne pour vaincre le poisson-chat de Liu, le mettant à terre. Même si Gulin se défend mieux, elle est traînée au sol lors d'une attaque et reste immobile, sans animal de compagnie. C'est pourquoi la sorcière, utilisant ses horreurs, et la forêt, met le feu près de la jeune fille en profitant pour s'échapper. Le seul à proximité est Dwan, qui comprend enfin que la famille à laquelle il a décidé de renoncer est en danger. C'est pourquoi il demande à Jaime de se battre une dernière fois à ses côtés, pour voir s'il peut enfin retrouver son maître. Cependant, le chat s'occupe de dégager complètement le chemin des flammes. Pendant ce temps, Gulin se réjouit que Dwan soit de retour. Maintenant, ils peuvent s'échapper grâce au chat qui reste immobile au milieu des flammes.
La fille ne sait pas pourquoi il le laisse derrière, mais Dwan sait que le gars a raison. Laisser vivre le chat fut son acte le plus égoïste juste pour passer plus de temps avec son ami. C'est pourquoi il sait qu'en ce moment, le mieux est de lâcher ses souvenirs qui le tourmentent. Et il les a depuis qu'il est un bébé, pour que tous les deux puissent se reposer. Une scène émouvante lorsque, dans le résumé de la carte, l'eau se rapproche à chaque fois davantage du sommet. Et il ne reste plus que 6 équipes. C'est pour cela que Chen et les autres se retrouvent justement avec la secte des parasites. Là où le vieux de la colonne et le bras denté continuent d'obéir aux ordres de ce type. Il semble s'éloigner du combat, mais il n'a aucune chance contre ses 2 adversaires. Même Yue se retrouve avec plein de dents incrustées dans son abdomen, un chaos que le blond et son père observent de loin. Cependant, le petit, pour une raison quelconque, veut se battre, mais son père le sait. Tous les deux, avec leur mère et leur sœur, ont décidé de fonder cette humble secte. Utiliser un niveau empereur coûtait tellement cher que Long a dû s'entraîner à générer plus d'énergie pour l'utiliser ensuite. Ils ont atteint 25 points, mais il ne leur en reste rien. Skama est puissant, mais pas encore adulte pour libérer tout son potentiel. Malgré cela, le blond est convaincu. Pour aider son ami, c'est justement ce que son père voulait tant qu'il trouve. Il utilisera la technique interdite si nécessaire. Son père choisit alors de ne plus intervenir. Alors que Shen va tomber, l'ombre d'un empereur surgit derrière le vieil homme, qui reçoit un coup. Comme prévu, son énergie s'épuise. Il finit gravement blessé et il n'y a pas d'autre choix. Il demande 10 points à Scamas, un prêt de force où sa létalité augmente. Le vieil homme, d'abord confiant, finit par désespérer. Son énergie, issue de cette capacité d'emprunt, s'épuise vite. Il continue d'emprunter et frappe fort de la tête. Mais il finit aussi soumis, alors que Shen ne le chatouille même pas, d'où sa demande de 30 points cette fois. Abuser ainsi de la compétence entraîne des intérêts dangereux. Pourtant, avec la même énergie, il casse l'os du vieil homme pour l'immobiliser et le connecter. Ce coup dévastateur laisse le premier champion. L'ours de Yue tente de cacher la fille pour la protéger, quitte à se sacrifier. Mais sans assez de sang, ils restent tous deux immobiles. Yue, encore un peu volontaire, puise dans les souvenirs de son maître pour se motiver. Après un cri, elle pousse le panda à changer de technique, utilisant sa force pour s'accrocher au verre et contrôler les mouvements de son maître. Au point qu'elle finit par lui marteler le visage avec ce coup de poing. Quant à Long, à cause des dettes qu'il doit, il devra produire 1 mois entier d'énergie ou il mourra. Il ne reste plus que Liu, qui, en utilisant le cactus, essaie de contrôler le vol de son adversaire. Même si prendre de la hauteur n'a aucun sens pour elle, elle ne s'attendait pas à l'attaque du nouvel animal de compagnie. Une boule d'acier qui prend la forme dont le maître a besoin et avec laquelle la fille finit sans elle et au sol. Pendant ce temps, Dwan leur rend ses points, ne comptant pas soutenir Rakshasa, mais reste quelques jours dans le clan pour enquêter. Suite à la mort de son maître, il déteste tout le monde et part. Cependant, tout se complique car le maître, qui jusqu'à présent ne se battait pas, décide d'arracher tous les parasites de ses subordonnés avec une telle brutalité qu'il finit par les tuer. Dans le processus, pendant ce temps, son corps se déforme d'une telle manière qu'il finit par obtenir l'évolution connue sous le nom d'œil maléfique, qui attaque instantanément, mais l'impact semble échouer. Massanlila TCI cassé, son véritable objectif est-il vraiment la tortue sous ses pieds, qui soutient l'île et qui, en coulant, manque de la noyer? À tous les participants, les contrôleurs prennent le relais, cependant, tous sont disqualifiés pour avoir mouillé le bracelet. Le plan du gars a parfaitement fonctionné car il n'a enfreint aucune règle non plus. Petit à petit, la voix disqualifie toutes les équipes. L'œil maléfique, confiant de sa victoire, voit soudain la voix s'arrêter. Avant de mentionner le pavillon lynché, pendant ce temps, le protagoniste est déjà assis et attend son rival au sommet de l'île. Pendant que Liansu est au comble de l'excitation, Liu sait que son poisson-chat n'est pas assez puissant. Il ne lui reste donc qu'une seule option. En utilisant les matériaux choisis pour forcer une évolution, il unit son âme à celle de la créature. Mais en cas d'échec, il perd tout. Cependant, lorsqu'il arrive sur Terre, il paraît si sûr de lui qu'on voit bien qu'il a réussi à transformer un petit poisson-chat en une baleine moyenne. Ce qui est suffisant pour déclencher un combat gigantesque sur une scène remplie de projectiles qui sont repoussés par le protagoniste. Alors, rapidement, le rival attaque au corps à corps, et quand il ne peut pas, il fait pression avec le canon. Heureusement, l'union de la baleine avec son maître leur permet d'esquiver, faisant tout un tour pour rendre un coup qui désarme la colonne du type. Le problème, c'est que maintenant, ils ont plein de parasites qui relient leurs rayons, rendant l'esquive impossible.
Le protagoniste partage la douleur et, incertain de tenir longtemps, il décide encore que le maître sera dévoré par une baleine, cette fois pour renforcer leur lien. Le chauve essaie de l'arrêter, mais il est déjà trop tard, même pour ces parasites, qui sont inutiles. Et avant de s'échapper, il le renvoie au combat. Léo est blessé dans le processus. Mais en combinant toutes ces créatures, Léo danse, utilisant l'environnement pour se déplacer et frapper. Le type ne se laisse pas absorber facilement et, grâce à ses astuces, traverse les nuages d'un coup, restant en vie, pour employer toute son énergie dans des éclairs poursuivant de près son adversaire. En ne l'évitant pas, tout brûle, mais il garde la carte gagnante. Et en fait, il s'élance avec le chien qui urine partout, prenant assez de hauteur pour un nouveau coup de marteau. Avec tant de force qu'il est obligé de manger le sol violemment, le type ne peut pas se relever. Donc clairement, nous avons un gagnant. Les frères Bai ne peuvent pas attendre de le rencontrer. Cependant, alors qu'ils profitent du coucher du soleil, le calme s'en va. Lorsqu'ils voient comment les parasites commencent à dévorer leur maître vivant, pour en faire quelque chose d'encore plus difforme, sans rien d'humain. Car un lien de ce niveau était déjà trop pour la baleine, si blessée. Et le protagoniste finit par être soumis par une créature qui semble vouloir lui arracher les yeux. On dirait que tout va se terminer ici. Jusqu'à ce que la présence qu'il avait déjà ressentie revienne avec ce bras d'énergie pure. Il ne sait pas de quoi il s'agit, mais si cela l'aide à survivre, est-ce suffisant? Le problème est que cette force est intermittente, et l'abandonne parfois, lui faisant croire que sa fin approche. Jusqu'à ce qu'un python géant frappe la créature qui annonce l'arrivée des Bai, lequel arrive comme un héros. Mais le prota a de plus gros problèmes en sentant que son esprit est transporté dans un autre espace, où la voix d'avant lui fait des reproches. Pour vivre, après l'avoir tué récemment et s'être réveillé, il a besoin d'énergie. Alors il oblige le prota, ou plutôt son corps, à attaquer Yansu, qui, ne pouvant pas se défendre, finit soumise au sol. Pendant ce temps, le frère, occupé avec la créature, montre pourquoi sa famille est si respectée. Avec une créature extrêmement forte et la difformité n'a plus de tour, alors elle est vaincue. Cependant, il ne peut pas rester calme en voyant sa sœur et le protagoniste se faire dévorer. Soudain, il tombe à l'eau et se demande si l'entité qui lui parle a tué l'ancien propriétaire du corps. Même ainsi, il ne peut pas réfléchir longtemps avec le frère enragé qui sait maintenant que c'était lui qui embêtait sa petite sœur. Sur la grande place, le pavillon Linceado est annoncé grand vainqueur du tournoi. De retour en classe D, là où leur ancien maître les avait laissés, mais la personne qui les a amenés a été capturée par la famille Bai. Et maintenant, au château, le grand frère. Il n'arrive pas à croire que tout ce temps, le type qui a ressuscité le clan qu'il respectait tant, soit un bandit. Il ne représente en rien ce qu'était Linceado, celui qu'il a connu lors d'une partie d'échecs. Alors que, comme tous les autres clans à cette époque, il le méprisait à cause de son clan médiocre. Sans s'en rendre compte, il restait calme et avançait peu à peu à l'insu de tous. Il a fait en sorte que les faibles deviennent forts jusqu'à atteindre la classe D. Maintenant, ils ont à nouveau ce rang, mais il ne sait pas si Liu sera suffisamment bon comme l'était l'autre gars. Le protagoniste en est sûr, il a les personnes et animaux de compagnie pour réussir. Avec ces mots, Bai ressent un peu d'espoir. Cependant, lorsqu'on lui demande au sujet de son poisson-chat exclusif, il finit par mentir en disant qu'il l'a mangé, ce qui lui vaut une torture toute la nuit. Pendant ce temps, le reste de l'équipe prépare son sauvetage, bien que certains le croient déjà mort. Cependant, le prota est très satisfait. Il a confiance en ce qu'il a accompli et sait qu'avec son animal, les choses changeront. Laissant derrière lui, une bonne fois pour toutes, son identité. Ling Xiao commence à avancer, tandis que Liu Fenming, le bandit, ignore que son nouveau nom est déjà suivi. Et ce n'est pas pour de bonnes choses. Voici la conclusion de ces épisodes d'un Donghua que j'ai beaucoup apprécié. L'expérience s'est améliorée avec le temps. Nous restons sur notre faim quant à ce qui se passera à l'avenir et espérons qu'une annonce d'une suite nous surprendra, pour le moment. On a incroyablement apprécié ce dernier chapitre. Où ont-ils dépensé le budget ? Des batailles à voir absolument, car les expliquer en détail est compliqué. Très content de cette première partie de l'histoire, qui a déjà un manhwa plus avancé. Donc ceux qui veulent en profiter ont le nom dans la description. Pour le moment, c'est tout de ma part. Avec cette aventure, laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 12 épisodes de pur bijou. L'histoire n'est pas trop compliquée, mais on remarque que la combinaison des systèmes de pouvoir fait évoluer le plus faible jusqu'à en faire le plus fort. Ça fonctionne avec des créatures façon Pokémon, c'est plus adulte. Et grâce à son animation incroyable, on en profite encore plus, restée constante au fil des épisodes. Une animation de folie, aussi puissante qu'inconnue.
L'histoire simple suit un héros méprisé et faible cherchant à rejoindre l'élite de la classe A. Elle devient si plaisante visuellement et épique que je la recommande vivement en entier. C'est un autre ajout à la liste des séries chiliennes qui viennent poser leur empreinte sur ce qu'il est possible de faire en animation, avec des combats aussi brutaux entre les bêtes et leurs maîtres. Avec une fluidité enviable par de nombreux titres populaires du Japon, qui même dans les moments plus calmes, continuent de se démarquer. Comme vous le savez déjà, les donghwas sont les préférés sur cette chaîne. Et plus il y a de séries de ce style, avec l'épopée de voir un chien nain contre un autre serpent, plus cela plaît. Je vais la résumer ici. J'espère que la série vous a autant plu que moi. Comme l'a dit mon père, je vous laisse.